Bonsoir à tous. Donc, Henri Gacou. Présent. Myriam Bossus présente. Jean Bardaille. Gabriel Foy, en visio. Jean-Louis Francisque, absent. Kilos Bar, en route. C'est nouveau ça. Alors, Didier Mévidon, Thierry Abédi, absent. Isabelle Amiral Joly, absente. Adrien Baron, absent. Excusez. Henri Chalus, absent. Jean-Luc Edom, absent. Marianne Grandisson, en visio. Présente. Merci. Présente en vidéo. Oui. Hugues Grandini, présent. Jean-Philippe Courtois, présent. Alain Cuirassier, absent. Non. Karine Dessoutes, en visio. Présente en vidéo. Voilà. Philippe Dezac, Camille Elisabeth, absent ou en visio? Absent. Eliane Guigou, Sylvie Gustave Di Duflo, procuration à M. Jean Bardaille. Yvon Martial, en chemin aussi. David Montout, absent. Blaise Mornal, en visio. Présent. Voilà. Daniel Moustache, Présent en vidéo. Pierre Porlon, présent. Jules Otto, procuration à M. Yacoub. Marie-Hélène Salomon, merci. Et Jean-Claude Malo, présent. Bonsoir tout le monde, merci. Voilà. Donc nous sommes 15, donc nous pouvons valablement délibérer. C'est pour Très bien. Vous pouvez démarrer. Alors, avant d'entrer dans l'ordre du jour, je voudrais vous demander d'ajouter une question, mais on va vous distribuer dans un moment de document. C'est la création d'une commission spéciale externe d'études et de conseil. On va vous demander d'intégrer ça lorsque le moment viendra en dernier peu de l'ordre du jour. Alors, avant de commencer, je voudrais vous signaler que j'ai reçu un certain nombre de personnes avec qui j'ai des contacts et je leur demande exceptionnellement d'être notre invité à cette session. Donc, monsieur Hubert Perriatoda, que je vais vous présenter comme le moment viendra. Je les ai arrachés de leur hôtel, c'est bien qu'il y en a un d'entre eux qui a gardé sa tenue de vacances. C'est une façon de l'excuser. Deuxièmement, je demandais aussi à monsieur Kenny Chamougon, qui est celui qu'on connaît maintenant de mieux en mieux dans la télé, en jeu et territoire, c'est ça? Parce que je vais travailler avec lui, pour qu'on voit s'il y a des choses possibles pour contribuer d'ores et déjà au changement d'image du syndicat. Je vous remercie. Donc, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec une ambition, c'est que je veux bien aimer qu'on finisse dans 1 heure. Débat sur les orientations budgétaires du syndicat pour l'exercice 2026. Bon, je vais laisser le soin à monsieur le directeur général de présenter cette question pour 2 raisons. La première, c'est que mon principe de fonctionnement président, c'est que tout ce qui est administration pure, je laisse toujours la parole au directeur ou à ses collaborateurs. Moi, je fais l'introduction et la conclusion pour vous permettre de passer soit à prendre acte, soit à voter. Donc, l'introduction que je voulais faire, c'est que vous connaissez bien les procédures. Nous avons été installés le 9 juin. Donc, très concrètement, ce que vous allez entendre participe de la gestion précédente. Donc, ce sera à notre rôle d'être suffisamment, je vais dire, attentif aux procédures réglementaires vis-à-vis des services de l'État et notamment de la tutelle pour qu'on reste dans les purs des choses, mais en même temps, on marque tout de suite qu'il y a une nouvelle gouvernance qui doit prendre acte de certain nombre de choses. Donc, c'est dans cet esprit que je demande à monsieur Lapin de vous présenter la question.
Alors, il a entendu que normalement, on doit finir dans 1 heure, et comme c'est la question la plus importante, il fera en sorte de faire la meilleure synthèse possible. Merci Président. Bonjour à tous et à tous. Donc je vais essayer de faire le plus court possible, mais en me retenant à votre attention que les éléments essentiels. Je voudrais d'abord vous signaler que le déroulé du contenu de l'exercice budgétaire de l'année 2025, parce que ça a été une année particulière pour le SMGAG, puisque ça a été l'année durant laquelle la Chambre régionale des comptes a clos les investigations qu'elle a menées à l'issue de ces différents contrôles. Et donc, elle a remis un rapport définitif de ces contrôles qui est particulièrement utile sur la lisibilité qu'on peut avoir de la situation budgétaire du SMGAG. Donc, je vais le dire très succinctement, comme ça vous comprendrez mieux où on est. Il résulte de tout ce qui a été exposé auparavant de la situation budgétaire du syndicat mixte est fortement dégradée. Les mesures de redressement préconisées par la Chambre budget par budget ne sauraient permettre à ce stade de résorber le déficit ni à l'échéance d'une année, ni à moyen terme. Le plan de rétablissement sur 5 ans 2026 proposé ne permettra pas d'atteindre l'équilibre à cette échéance compte tenu de l'ampleur des déficits constatés et des efforts structurels à entreprendre qui ont été mis en œuvre par les récents travaux de la Chambre régionale concernant le SMGAG. Les paiements des clients du SMGAG ne permettent pas de financer les charges d'exploitation du syndicat, alors que cela devrait être le cas pour les compétences eau potable et assainissement qui relèvent du régime des services publics industriels et commerciaux. Le syndicat dépend pour maintenir une capacité minimale de trésorerie pour payer les salaires et une partie des factures de soutien financier de l'État via la subvention prévue dans le cadre du contrat courant. Des décisions importantes sont nécessaires pour engager un redressement à long terme du syndicat mixte. La première concerne une réforme de son organisation institutionnelle par la création et la mise en œuvre effective de la régie personnalisée prévue à l'article 7 de ces statuts, la mise en œuvre de mécanismes de solidarité financière entre les EPCI et collectivités membres conformément aux dispositions légales en vigueur et au statut du syndicat mixte. La création de la régie personnalisée, si elle ne produira pas immédiatement de ressources supplémentaires, l'amélioration de la gestion qu'elle est censée apporter devrait contribuer à restaurer la confiance des usagers et donc à améliorer le recouvrement des recettes, condition indispensable au rétablissement de l'équilibre budgétaire de la capacité du syndicat à financer les investissements nécessaires. La mise en place d'une solidarité financière entre les membres du syndicat constitue, selon la Chambre, un second levier d'action. Le syndicat peut appeler des contributions exceptionnelles des EPCI et collectivités membres sur le fondement de plusieurs alinéas de l'article 222.4-2 précité du Code général des collectivités territoriales. Dans ce contexte, le document qui vous a été proposé fait la synthèse, comme je viens de le faire, des conclusions et des préconisations du rapport de la Chambre régionale des comptes, de la conférence territoriale de l'action publique et des échanges qui interviennent lors de la conférence des financeurs, qui est l'organe de suivi et de régulation de la mise en œuvre de la PPI du SMGAG. Sans revenir dans la lecture exhaustive des documents qui vous ont été présentés, je peux vous faire un constat synthétique de la situation. C'est à la page 31 du rapport qui vous a été transmis. Le SMGAG, dans le cadre de la réflexion interne qu'il a menée avec les services, a validé une démarche complémentaire qui préconise un suivi drastique de la dette, des remboursements d'emprunts, des charges obligatoires, de l'apurement des situations dégradées avec l'Office de l'eau, le Caripéro et les entreprises réalisant le PPI.
une remise à plat des charges transférées lors de la création du SMGAG, le renforcement des actions RH avec notamment la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la formalisation d'une organisation cible idéale, l'intensification des mesures de collecte de facturation avec une dématérialisation et la mise en œuvre des procédures de recouvrement des créances dues et construire une maquette financière alignée sur l'annualité du cycle budgétaire et formellement respectée par les partenaires pour rendre opérationnelles les procédures internes d'audit et de contrôle. Tous ces éléments sont mis en œuvre et budget par budget, les informations vous ont été données, les préconisations que nous avons formulées sur la maquette financière du SMGAG pour chacun des budgets de l'eau. Sur le volet eau potable, bien évidemment, les travaux initiés dans le cadre de la PPI consistent pour l'essentiel à améliorer l'exploitation et les conditions de sa mise en œuvre, avec des travaux sur, j'aurais tendance à dire, l'ensemble du territoire. Mais aussi, on s'est rendu compte que cette année, et pour la première fois, il y a eu un dialogue interne avec les différents responsables des directions du SMGAG pour mieux évaluer les besoins dans le déroulement de leur activité courante et notamment tout ce qui a trait au fonctionnement normal et réglementaire de toutes les unités de production d'eau potable. Il en a été de même pour le rattrapage du déficit et des reproches qui nous sont régulièrement faits au sujet du rattrapage d'investissements massifs qu'il y a lieu de mettre en œuvre sur la situation de l'assainissement collectif avec les stations de plus de 2000 équivalents habitants, sur les 18 stations exploitées par le SMGAG. On en a 15 qui sont aujourd'hui en train de faire des travaux d'urgence de remise en conformité de l'exploitation et des dispositifs de suivi de leur fonctionnement. Sur l'assainissement non collectif, les propositions qui ont été déclinées vous ont été indiquées. Et sur la GPE et la DECI, qui sont des compétences qui commencent à prendre leur marque à partir de la finalisation des schémas structurels qui ont été approuvés au Conseil syndical, on commence, au-delà des diagnostics, à nouer un partenariat avec les différents EPCI dans le cadre de l'exécution de ces compétences. Le diagnostic qu'on a fait, c'est de dire que le SMGAG doit nécessairement entrer dans une phase de transformation qui lui permet de remplir dans des meilleures conditions une organisation fonctionnelle, agile et en mesure de répondre à l'urgence permanente des mécontentements de la clientèle. Cependant, ce qu'on a pointé du doigt, c'est que lors de la création du SMGAG, il y a un certain nombre de procédures qui ont dû être mises en œuvre et ça n'a pas été le cas. J'entends par là notamment l'absence de lisibilité complète du solde de liquidation des anciens EPCI qui risquent peut-être de générer des surprises sur le financement du SMGAG. Le manque de réalisation d'un audit du patrimoine qui a été transféré et on se rend compte aujourd'hui que dans la PPI, on doit incorporer une nouvelle rubrique, celle de la modernisation des unités de production actuellement exploitées par le SMGAG et revoir une organisation adossée au territoire et qui soit mieux régulée, mieux organisée, mieux structurée, notamment dans le domaine des cycles de travail et de la visibilité du fonctionnement opérationnel de ces équipes. Ces chantiers sont tous en cours de réalisation sur pratiquement une centaine d'opérations de la PPI sur l'ensemble du territoire. Le comité des financeurs a constaté que les équipes du SMGAG ont réalisé à hauteur de 80% la maquette en maîtrise d'ouvrage directe du SMGAG ou en cours de réalisation ou en cours d'achèvement, mais les travaux avancent sérieusement et sur les maîtrises d'ouvrage de la région et du département, on est dans une logique actuellement de
d'échanges bilatéraux de manière à ce qu'il y ait une meilleure coordination des différents intervenants sur la réalisation des travaux de manière à ce que l'impact et les retombées positives sur la clientèle s'améliorent. Ça, c'est le diagnostic global. Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut rajouter à ce diagnostic, c'est que le SMGAG a, en plus de la PPI, mis en œuvre des PPI accélérés sur les zones où les tensions sont les plus intenses, notamment une PPI accélérée sur la zone de Capesterre et de Trois-Rivières, qui commence à structurer le réseau avec des outils de pilotage modernes, la régulation des vannes, l'interconnexion des réseaux, la téléassistance. Et donc, là aussi, on est dans une phase de modernisation active qui devrait normalement, si les choses se passent bien, se diffuser sur l'ensemble du territoire. On a eu aussi la possibilité d'avoir des financements complémentaires avec des EPCI. C'est le cas de la communauté de communes du Nord Grande Terre qui a validé une maquette financière et qui vient compléter les travaux qui sont mis en œuvre par le SMGAG de manière à ce que le niveau de performance globale puisse progresser. Alors, on a des zones qui sont vraiment dégradées. Elles concernent, j'aurais tendance à dire, la zone centre et le nord Grande Terre, en passant aussi par la Riviera du Levant, où on a en permanence le déclenchement de mesures palliatives pour pallier aux insuffisances liées aux incidents qui se manifestent sur le réseau. Donc, globalement, la situation du SMGAG progresse, pas aussi vite qu'on l'aurait souhaité, mais cela s'explique parce que à la création du SMGAG, on a eu un transfert de charges exorbitant, et donc tous les rapports le disent, la masse salariale et les dépenses de fonctionnement du SMGAG impactent terriblement l'atteinte d'un équilibre budgétaire qui est quasi impossible. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de visibilité sur la situation financière réelle du SMGAG. On est dans une situation très dégradée parce que, au-delà de ce que je vous ai dit, on a un stock de dette qui est colossal et ce qui nous pénalise lourdement parce que les délais de paiement des travaux réalisés et effectués par les entreprises sont désespérément longs. Ils sont désespérément longs et la recette que le SMGAG collecte sert à financer son fonctionnement, bien évidemment, mais ça ne suffit pas parce que sans le quorum, on aurait été dans une impasse financière catastrophique. Alors, sur la lisibilité de la création de la régie, les travaux sont en cours. Il y a une équipe de préfiguration qui avance avec des études complémentaires sur les écueils à éviter. On sait d'ores et déjà que la création de la régie ne devra pas intégrer le volume financier de la dette que supporte actuellement le SMGAG, sans quoi elle sera morte à sa création. Donc, on est en train de réfléchir activement en interne à des possibilités de ne pas transférer ces charges. En termes de lisibilité, ce sont les informations que je peux vous donner. Et on a joint au document d'orientation budgétaire tous les éléments financiers qui étaient en notre possession au moment où on a rédigé le rapport. On est dans une situation des plus préoccupantes. Alors maintenant, s'il y a des compléments à solliciter, je suis à votre disposition pour y répondre, avec la collaboration de M. Renaison, qui est le comptable du SMGAG, et les services financiers. Merci, monsieur Laban. Alors, je ne sais pas que je ne veux pas donner la parole à monsieur Renaison, mais ce qu'il va dire, je sais déjà en cœur. Et pour ne pas nous affoler, nous effrayer, je préfère dire que la situation est totalement dramatique. Et c'est le comptable public qui parle. C'est bien ça. Très bien.
Mais je ne vais pas trop développer ça parce que je n'ai pas envie de nous décourager. Donc ce que je vous propose, c'est que, à l'initiative, bon, un peu suivre les conseils de collègue Porlon, on avait déjà dit que la procédure demande qu'on prenne acte des obligations budgétaires, donc on l'a fait de façon plus organisée cette fois-ci, parce qu'au départ je n'étais pas convaincu qu'il fallait le faire, mais je vais quand même vous dire comment je vois ce que je vous propose. Je voudrais qu'on ajoute au procès-verbal que nous sommes là, en tant que nouvelle instance, fondée légitimement à considérer que ces orientations budgétaires ne sont pas les nôtres. Et d'en prendre acte, mais avec les réserves que je vais vous donner. Les réserves sont les suivantes. Plus de lisibilité sur les comptes de liquidation des anciens exploitants, ça a été dit. Et plus on a travaillé sur la question, plus on commence nous-mêmes à être affolés par des scénarios qu'on imagine déjà. Plus de lisibilité sur le retard d'engagement annoncé en CDAP. Une totale transparence sur le volet global de la dette. Donc notre travail sera dans un deuxième temps, après avoir pris acte. Très rapidement, lorsqu'on sera plus édifié sur de nouveaux éléments, c'est que je vous invite à revenir pour voir comment on corrige les éléments budgétaires qu'on a déjà à vous présenter. Voilà ce que je vous propose pour éviter au moment dans des discussions sur lesquelles moi-même je ne serai pas président de la séance parce que je n'ai pas suffisamment d'éléments pour piloter la discussion. Est-ce que ça vous va comme méthode? Vous avez tous les éléments, mais cette réserve doit être intégrée au procès-verbal de la session. Ce n'est pas des réserves comme ça, parce que je rappelle par exemple qu'il y a des procédures de basculement de passation de pouvoir que je ne trouve pas assez claires de la gestion publique des collectivités locales, en l'occurrence de notre instance. Mais à nous de construire des procédures, je vais dire, documentées. Très honnêtement, je ne suis pas là le matin, mais la politique du service public de l'eau et de l'assainissement doit être assurée. Est-ce que ça vous va comme démarche? Pour les causes. Je voulais juste faire un commentaire. Oui. Parce qu'en fait, à la situation que je l'avais supputée, est-ce qu'il n'est pas, selon moi, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de se dire une fois pour toutes qu'il convient de faire une véritable révolution? Pour ce faire, il convient de se dire et dire à la population aussi que seul un effort de tous pourra permettre aux syndicats de retrouver un fonctionnement normal. Parce qu'il faut arriver. Lorsque je dis tous, en premier lieu les abonnés de toutes sortes, familles et professionnels. En deuxième lieu, l'État qui se doit de mieux investir dans un syndicat qui a été créé par la loi. À ce propos, il faut se rappeler que si les EPCI ont transféré les réunions pour SMGAG avec toujours des conséquences conséquentes sur leur budget de fonctionnement, l'État, à l'origine du transfert de compétences aux communes, s'est abstenu de transférer les recettes tout en envoyant les charges. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que, lorsque je parle de révolution, il faudrait qu'on mette l'an zéro du SMGAG aujourd'hui en disant que chacun doit porter sa pierre à l'édifice, mais je pense que les premières personnes à porter leur pierre à l'édifice, c'est les gens qui consomment l'eau. Et ceux qui doivent accompagner l'État, les collectivités. Très bien. Oui, je crois que le président Malo, avant quand même, de la commission de surveillance, devrait dire quelques mots aussi. Certainement, Micro. Micro. Les collègues qui viennent d'arriver, je suppose, n'ont pas eu le temps de voir ce que c'est que la commission de surveillance. Nous sommes. La commission de surveillance a été créée en même temps que dans la loi d'avril 2021. Et nous sommes donc membres sans voix délibérative du comité syndical que je représente, accompagné du secrétaire de la commission, M. Daniel Marie. Ce qui est important pour nous, c'est que nous cessions nous de nous plaindre parce que nous avons toujours dit à la commission de surveillance, nous voulons avoir une attitude co-construction et pour que les Guadeloupéens reprennent confiance en nous-mêmes.
il a été dit et expliqué que la commission de surveillance a été acceptée par les parlementaires en session On paritaire. vous entend plus dans la salle, monsieur. En session paritaire, pour que la commission puisse travailler, même si elle est placée auprès du syndicat, afin que le travail qui est réalisé permette aux élus de la Guadeloupe. Bon, je pense qu'on est équipé avec la salle. Il faut qu'on appelle quelqu'un. On a entendu, section d'avis. Donc il est important de bien comprendre que nous sommes là pour accompagner le respect. Et chacun a sa place. Nous aurons l'occasion de toute façon, dans les différents comités syndicaux, de vous expliquer, de vous présenter nos préoccupations. Et nous souhaitons franchement que nous réussissions. Parce qu'il s'agit de ça, et pas de se plaindre tout le temps, c'est gênant individuellement, mais collectivement. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a une autre, oui, collègue Mérida? On n'est pas riche, mais passer les micros comme ça nous perd du temps. Il faudrait qu'on solution à ça. Bonjour, monsieur le collègue. Merci, président. Simplement sur la partie recettes, je pense que là aussi c'est important. Le syndicat qui a besoin de recettes doit fiabiliser sa première source et sa facturation. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons créé un centre de millions d'euros en créance non retrouvée. L'idée pour nous aujourd'hui, si on veut redonner confiance, c'est d'envoyer un signal fort. Beaucoup de personnes aujourd'hui reçoivent des factures avec des montants, on sait, exorbitants, liés à des fuites après compteur. Mais ça fait partie du chiffre d'affaires que nous facturons. Et cela donne à la fin des demandes de dégrèvement qui viennent minorer ce chiffre. Là aussi, je pense que le président en proposition, dans les points énoncés, en réserve, rajouter aussi ce travail nécessaire aussi d'appurement des comptes clients pour avoir une meilleure sincérité de nos vraies recettes. Très bien, merci. Alors, je voulais en fin de réunion, à titre d'information, vous donner une initiative que j'ai lancée qui correspond un peu à ce que propose le collègue Mérida. Collègue Mancienne. Bonsoir, excusez-moi du retard. Donc, il est d'adage de dire que l'eau paie l'eau, mais en période de crise, et en cette situation, l'eau ne peut pas payer l'eau parce que nous avons la défiance des entreprises et des particuliers. Au mois de mai, nous avons rencontré le préfet et je disais au préfet de nous faire un état de la dette et de nous proposer un plan d'appurement pour aller vers un grand emprunt pour que nous puissions partir sur une base saine avec la nouvelle régie. Donc c'est une piste de réflexion et il me disait qu'il a fait des moratoires. Je lui ai dit mais ça ne nous intéresse pas le moratoire, d'autant que... Vous parliez au nom de qui? Au nom de la Riviera du Levant. D'accord. Riviera du Levant. C'est au nom du syndicat. Non, au nom de la Riviera du Levant, on fait des propositions. Voilà. Donc, on disait que nous devons recourir à la solidarité, on entend bien, mais pour que le syndicat puisse repartir sur de bonnes bases avec une nouvelle régie, on devrait justement arrêter le montant de la dette, de toutes les dettes SIAC, dettes fournisseurs, et faire un grand emprunt garanti par l'État, et nous permettre, à partir de ce moment-là, que l'État et les EPCI accompagnent la nouvelle régie en injectant de l'argent frais pour nous permettre de réaliser nos travaux à la hauteur de nos ambitions. Alors, je vous arrête là. Que je vous arrête, je ne prends plus d'intervention, pour une seule raison. D'abord, je suis très rassuré par rapport à tout ce que je viens d'entendre. Vous avez déjà conforté tous les éléments de ce que je vais dire au Congrès. Donc je suis déjà rassuré par rapport à ça. Et je le dis souvent en présence du président du conseil départemental, on a déjà travaillé sur ce genre de choses, et on est en phase sur ça, on est en phase aussi avec le président du conseil régional. Donc je vous rassure, vous n'imaginez pas, M. Corlon, ce que je vais dire au Congrès. Donc tu as dit révolution, mais moi je qualifie. Je n'ai pas fini ma rédaction, donc quand j'aurai fini, je saurai si c'est une révolution ou si c'est une explosion. Ok? On se comprend? Alors, ce que je vous propose, ce ne sont pas ce qu'on acte bien, qu'on a présenté, mais j'ai bien noté vos remarques, on va les ajouter dans la rédaction. D'ailleurs, je vais essayer de voir au niveau rédaction si on améliore un peu
les considérants de toutes les délibérations, parce que des fois, on ne retrouvait pas dans les délibérations, dans la rédaction, les éléments qui ont été présentés ou qui ont été pris en compte pour la délibération. Et ça, c'est important, parce qu'on doit faire un peu l'historique des questions qu'on a examinées. On fait comme ça? Très bien, je vous remercie. Alors, on passe au deuxième point de l'ordre du jour. Alors, je ne sais jamais là. Il faut mettre au vote les orientations. Ah bon? Bon, allez, vous savez ce qu'on va faire? On ne va pas s'emmerder. Excusez-moi, on ne va pas s'embêter. On vote. Comme ça, au moins, c'est pas qu'on a pris. Bon, je vais demander quand même, malgré tout, à M. Ladon et au service juridique avec lui, de vérifier cette question de principe pour moi, parce que. On fait les deux, comme ça on choisira l'autre. D'accord. C'est nous, nous sommes responsables. Non, je n'aime pas qu'on fasse un débat sur un point juridique sur lequel on n'est pas stabilisé. Allez, mais en général, on prend acte. Deuxième point de l'ordre du jour, création et élection d'une commission d'appel d'offres. Madame Collard. Vous savez que c'est bon? Merci, Président, Mesdames, Messieurs les élus. Le Président expose au monde de l'Assemblée délibérante les dispositions du CGCT. Madame Collard, les collègues savent lire. Faites la synthèse pour qu'on passe à la délibération. Tout à fait. Okay. Excusez-moi, mais. Oui, Président, tout à fait. Je pense que tout le monde dit oui. Oui, en fait, oui, merci de préciser, Président, que cette délibération a pour objet, dans un premier temps, de proposer la création de la commission d'appel d'offres et de fixer, en fait, les conditions de vote. Alors, il s'agit donc de scrutin de liste avec 5 membres, 5 titulaires et 5 suppléants, à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Donc, il est toutefois précisé que le comité, que le Code général des collectivités permet aussi, par décision unanime de l'Assemblée, que le vote peut être fait à main levée. Donc, c'est la décision de l'Assemblée qui détermine le type de vote. Et par la suite, proposer donc 5 titulaires et 5 suppléants en scrutin de liste. Alors, je vous propose d'accepter l'idée de voter à main levée. Et deuxième chose, je veux souhaiter que les candidatures soient liées autant que possible à la représentation de chaque communauté d'agglomération, ainsi que le conseil régional et le conseil régional. Comme ça, au moins, l'attention qu'on doit avoir sur notre équité territoriale, même dans les marchés publics, c'est aussi important pour le président que je tente d'être. On est d'accord sur ça? Alors, pour la rivière du Levant, il faut être candidat à la commission marché. M. Martial. Pour le Nord-Basteur, il faut être à la commission des marchés. Je peux comprendre que c'est M. Lezac. Pas de problème? Pour la commission CAPEX et Mars, je peux comprendre que c'est M. Méridan. Non, la commission marché. Et pardon, appelle-toi. Méridan, Salomon, Guillaume et Guillaume. Pas Guillaume, donc c'est déjà. Méridan, c'est bon. Ensuite, on a combien? 3, 4, Nord-Inter, Orlon, 4, 5, Grand Super, Randilly, ça fait combien? On est 5. 5 suppléants seraient qui? Comme excellence, Madame Salomon, suppléant. Nord-Inter. Madame, tu veux y aller? Ok, pas de souci. Très bien, on va tirer le président Nord-Inter. Ensuite, Nord-Basteur. Quels sont les élus qui sont Nord-Basteur déjà, rappelez-moi? Il y a moi, il y a Elisabeth.
Camille, tu voudrais être suppléant à la commission des marchés? Hein? Il est d'accord, très bien. Il manque? Il manque un, je crois. Oui. Oui, il y aura du avant. Alors, Gabriel Foy pour le Sud, Bastel. Non, c'est suppléant, on fait là. Oui. On essaie. Il en manque un. Pour la carte, c'est qui? Madame Dodisson? Ok pour moi. Oui, je ne souffre pas. Ok, très bien. Merci. Est-ce qu'on peut passer au vote à main levée? Donc, quels sont ceux qui s'opposent, qui s'abstiennent, accepter à l'unanimité? Je vous remercie. Le point de l'ordre du jour, 3. Création et élection d'une commission de délégation de services publics. Alors, on ne va pas présenter, je vais vous dire ce que je vous propose. On va présenter, excusez-moi, madame, il ne faut pas qu'on perde du temps à lire les choses qui sont formalisées déjà. Même chose là, j'aurais préféré vous proposer que ceux qui sont membres de cette commission soient les élus qui sont dans les zones où il y a délégation de services publics. Parce que moi, ce que je veux, c'est que les politiques qui sont dans cette commission soient aussi ceux qui vont être les acteurs, les consommateurs, entre guillemets, du service rendu par la DSP. Donc il y a Prête-Noire qui est un DSP. Grand Sud Caraïbes, en gros. Alors, quels sont les candidats à cette commission de Foy? Oui, Pierre Debat qui est un peu Jules Auto. Ensuite, la Montagne n'est pas en délégation? Est-ce que dans l'ambassadeur, on a un élu? C'est une pause. Alors, Prête-Noire, Camille Elisabeth, par exemple, on a dit. Ensuite, DSP, allez, KPC, Madame Salomon. Je suis les affaires. Hein. Prête-Noire, Camille Elisabeth. Bouillant Tabelli. C'est bon? Nous sommes combien? Et il faut des suppléants? Il faut 5 suppléants. Allez, suppléants. Monsieur Maïdan, suppléant. Bon, alors, on y va? Madame Collard, suppléant. Oui, mais c'est M. Francis. En plus, un ancien responsable. Et puis, Madame Amélie Joumi n'est pas là. Madame qui? Amélie Joumi. Non, mais on décide d'autoriser la candidature, c'est tout. Celle de la ne pas. Et puis après, pour la CNPT, il y a déjà M. Camille Elisabeth, M. Dezac. On est à combien là? Là, nous sommes. Alors, si vous acceptez donc M. Francis et Mme Amélie Joumi, donc là, ils sont deux, avec M. Dezac, il accepte. Toi? Il manque? Après, bon, il resterait deux. Madame Dessous, on ajoute. D'accord. Et après? Donc, il reste un seul. Oh. Il y a quelqu'un Oui. Il faut intervertir là. Oui, c'est ça. Sur le pasteur titulaire, il y a M. Abedi, M. Otto et M. Foy. Alors, ce que je vous propose, mettez Abedi en suppléant. Je propose.
titulaire. Monsieur Foy, collègue Foy, tu veux être titulaire ou suppléant de la commission délégation de service public? Il est parti? Bon, on laisse comme ça, c'est bon? Alors, donc, ça veut dire qu'il manque un titulaire. Daniel Moustache propose le président du Nord 21. Ok, très bien. Merci, s'il vous plaît. Donc, alors, en titulaire, donc Camille Elisabeth, Daniel Moustache, Marie-Hélène Salomon, ça fait 3, Jules Otto, 4, et Gabriel Foy, 5. En titulaire. Alors, parce que Thierry Abélier passé suppléant. Ok, on est bon? Président, tu voulais? Donc, alors, en titulaire, donc j'aurai donc, nous aurons plutôt Camille Elisabeth 1, Daniel Moustache 2, Didier Méridan 3, Jules Otto 4, DSP. Camille Elisabeth, Daniel Moustache, Marie-Hélène Salomon, Jules Otto. Et le 5e, ce serait, puisque nous avons enlevé Thierry Abéli et. Oui, il est passé sur le titulaire. Donc, Gabriel Foy, Jules Otto, Camille Elisabeth, Gabriel, il y a deux. Voilà. Quelqu'un d'accord, peut-être? Allez, je vous propose Madame Boussius. C'est l'une des plus grandes défenseurs de l'intérêt des usagers. Donc, par rapport au DSP, je sais qu'elle fait du bon travail. Restez là, Madame. Il faut aider Madame Poulard un peu à. Pour les suppléants, donc, M. Méridan, M. Francisque. Oui, en suppléant. Allez-y, continuez. M. Méridan, M. Francisque, Amine Jomi, Mme Dessous et M. Abéli. Ok, on reprend alors. Bon, premier titulaire. Jules Otto. Non, premier titulaire. Dans l'ordre, je reprends alors dans le tableau de la liste des élus. Premier titulaire, Camille Elisabeth. C'est combien suppléant? Allez, déjà, on continue. D'accord. Après, Daniel Moustache. Qu'est-ce qu'on met à côté de Daniel Moustache? Paulo. Ensuite. Marie-Hélène Salomon. Qu'est-ce qu'on met à côté d'elle? Dessous. Jules Otto. Qu'est-ce qu'on met à côté de lui? Foy. Myriam Brosius. Qu'est-ce qu'on met à côté d'elle? Monsieur Marcel. Ok? Très bien. C'est très bien, monsieur. Monsieur, c'est cohérent. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Approuvé. Je vous remercie. Restez là. On fait maintenant, mais on fait excusez-moi. Non, mais pourquoi il est là? Excusez-moi. Autorisation du président pour recourir au central d'achat. On peut présenter ça. Oui, donc, oui, merci Président. Donc, il s'agit. Juste une question. Qui c'est qui est directeur de l'achat? Le président, c'est Madame Soulange. Oui. Il faut veiller à ce que lorsqu'il y a des points du jour, que la personne qui est concernée par le dossier soit présente en salle. Ok? On y va. Donc, il s'agit d'autoriser le président à recourir au central d'achat type UGAP pour l'accès à des prix avantageux, la sécurisation juridique des achats et la facilitation d'accès à des prestations. Donc, ce sont
nous avons sur la liste des centrales d'achat, donc l'UGAP, centraliste et CANU. Donc pour recourir à ces centrales d'achat, il faut une délibération spécifique autorisant le président à signer avec ces centrales. Le comité syndical est invité à se prononcer sur cette affaire. Question? Alors, c'est quelque chose que nous vous proposons dans le cadre de ce que disait M. Lambert tout à l'heure. On rentre dans une démarche maintenant de voir comment on transforme la gestion du syndicat pour, avec ce genre de procédure, aller plus vite dans ce nombre d'opérations qu'on va mettre en place, surtout quand il s'agit de marchés entre guillemets liés à tout ce qui est fonctionnement, matériel et compagnie. De travaux, c'est pas la même chose. Ok? Les sociétés sont pour, contre, pardon, abstention, approuvé. Je vous remercie. Affaire numéro 5, on souhaite compléter le conseil d'administration de la régie archipel. On avait attendu la notification de président de capacité qu'on a reçue. Donc je souhaite que vous actiez que la personne qui doit représenter capacité à ce conseil d'administration, c'est Mme Eliane Béou. Bien ça. Oui. Nous avons eu un échange sur le cap excellence. Le micro. Oui. Nous avons eu un échange sur le cap excellence avec le président qui va être à la régie. Ah, d'accord. Donc la décision qui a été prise, c'est M. Méridan. Très bien. Donc on acte à la délibération que on a bien reçu la correspondance du président de Cap Excellence, mais aujourd'hui en session, une des représentantes de la délégation Cap Excellence dit que c'est M. Méridan. Très bien. Alors, on partage les choses, parce que moi, j'essaie, dans tous les contacts que j'ai, de proposer aux élus d'être l'endroit le plus efficace pour la gestion de ce syndicat. Et Liane, c'est que je lui avais déjà parlé, un aspect qui m'intéresse, c'est l'aspect social du traitement de l'eau potable, notamment de la fameuse question de la tarification sociale. Ok? Mais non, mais c'est une idée. On en parlera au moment opportun, Président. Pour l'instant, on avance sur l'ordre du jour. Ah, je note très bien qu'un élu me demande de revenir à l'ordre du jour. Donc, j'acte ça parce que je sais faire ça. Donc, je suis d'accord avec toi, on revient à l'ordre du jour. On passe donc au point 6. Donc, on acte donc que le document que vous avez reçu, les personnes qui sont donc membres de ce conseil d'administration sont donc bien Myriam Bossinus, Gustave Duflo, Guy Losbar, Pierre Bourlon, Philippe Dandini, Philippe Lezac et maintenant M. Didier Méridan. Très bien. Contre? Abstention? Je vous remercie. Je passe la parole maintenant à M. Laplanche, je crois, ou bien M. le comptable public, pour l'affaire numéro 6. Mise à jour des APCP, budget au comptable. Madame Mondieu, ne vous battez pas, vous présentez ça. Alors, on m'a rappelé que je suis en Facebook Live, mais ça va être compliqué pour moi parce qu'on est en direct, il faut qu'on soit. On y va. Bonsoir. Donc, comme vous le savez, la mise à jour des APCP est obligatoire lorsqu'il y a une actualisation. Elle doit être faite avant le vote des budgets. Donc, à la demande de la direction issue des grands travaux, qui souhaite justement augmenter les autorisations de programme en eau potable et en assainissement, notamment en eau potable pour la lutte contre la déperdition d'eau, le plan de renouvellement de compteurs, le plan d'urgence Capester Benoît Trois-Rivières, le renouvellement des réseaux d'eau potable à Sainte-Anne et à Saint-François, c'est une opération de la PPI, et l'optimisation des pressions et une modulation de débit sur le territoire de la Guadeloupe, ainsi que le déploiement de la gestion. Donc la DEGT souhaite une révision de l'autorisation de programme pour 39 170, ce qui amènerait le montant total des AP à 181 334 432 01 pour le budget au potable. Donc il vous est demandé si vous êtes d'accord d'approuver justement cette mise à jour pour l'eau potable.
Excusez-moi, vous avez dit la DEJT. La direction études et grands travaux. Mais non, mais il n'y a pas de direction études et grands travaux devant nous. Il y a le conseil syndical entend la proposition du Non, non, c'est pour éviter des... Oui. D'accord? Mais j'ai bien compris, parce que en plus c'est vous qui avez fait le travail. Donc. Très bien. Collègue, là aussi, est-ce que vous acceptez d'entériner la proposition que vous faites, étant entendu que je vous demande de ce que je ferme, moi, ce qui me fait plaisir ici, malgré tout, malgré ce qu'on dit, pour l'instant, avec ceux que j'ai déjà vus, hein, c'est l'engagement et le professionnalisme des personnes qui sont ici. Je dis bien ça. En général, je ne veux pas de tableau. On y va. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Adopté à l'unanimité. Deuxième principe, deuxième vote à faire, c'est la même question, mais sur le budget assainissement. Tout à fait. Donc ça concernera 3 opérations. Réhabilitation de la station d'épuration de Capesterville, réhabilitation de la station d'épuration de Vesido et réhabilitation de la station de Saint-François. Donc le montant de la révision serait de 5 millions et porterait le montant total de l'autorisation de programme à 158 740 860,60. Des questions? Très bien, je vous propose de passer au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Je vous remercie. Je vais vous proposer de passer au sujet que je vous avais demandé d'ajouter à l'ordre du jour et on vous distribue la note sur la question. En attendant que vous la lisiez, ce que je souhaite vous dire, c'est que je me suis appuyé sur les statuts et le règlement intérieur de notre instance et je souhaite vous proposer de créer une commission spéciale, comme c'est dit dans les textes, mais externe au comité syndical, mais dans l'esprit de ce que nous connaissons dans nos collectivités de base, quand ça existe, des commissions extra-municipales, composées d'élus et de personnes extérieures qui peuvent nous porter une expertise, etc. L'idée, c'est de vous proposer cette commission qui aura quelques missions dans tout ce qui est audit, dans tout ce qui est études, dans tout ce qui est conseil, mais pour justement éclairer nos orientations stratégiques. Alors, cette commission a une durée de vie, dans un premier temps pour moi, est limitée et à durée déterminée, c'est-à-dire d'aujourd'hui, après cette délibération, jusqu'au 31 décembre 2026. Et à ce moment-là, lorsqu'ils feront leur rapport final devant nous, nous allons apprécier l'opportunité de prolonger la mission et de leur confier éventuellement des missions particulières. Alors, j'ai mis en place cette démarche parce que j'ai compris une chose de mon expérience ici et d'avoir vécu le président Francisco Début et le président Musil après. Et croyez-moi, j'ai bien pris le temps de comprendre. Les textes que nous avons appliqués sont au fond dangereux. Je m'explique. Quand vous prenez les articles de base du statut, le président est chef du, je ne donne pas dans l'ordre, mais il est chef du personnel, il est chargé de l'organisation matérielle des services, il est ordonnateur. Ce n'est pas possible, selon moi, qu'un président dans une activité comme le assainissement ait ce type de responsabilité. Il faut qu'il l'aime à un niveau qui lui permette d'être président, et il faut qu'absolument, vraiment, on regarde d'ailleurs, qu'on travaille à faire évoluer les textes parce que on ne peut pas à la fois avoir un syndicat comme le nôtre avec les textes, en même temps une régie qui va être en principe le bras armé de notre structure. Donc il faut vraiment qu'on travaille très vite à faire évoluer notre gouvernance pour que lorsque la régie soit en place, que la régie soit vraiment le bras armé de notre pays. Alors, j'avais déjà à l'occasion de faire des propositions. J'ai même, à l'époque, avec le président Francis, fait des propositions pour qu'on diminue le nombre de membres du conseil syndical, tout simplement pour des questions de facilité de gouvernance, mais aussi de respect de la démocratie. Pourquoi? Vous connaissez les textes, quand on fait une réunion et qu'il n'y a pas de quorum, on fait une réunion après. Mais les textes disent que quel que soit le nombre de présidents, on peut délibérer. Vous voyez bien que c'est un sujet aussi stratégique
que l'eau et l'assainissement, je vivrais mal de prendre des délibérations sur les 3-4 présents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'on soit en conformité réglementaire. Pour l'instant, c'est 28. On va se battre pour qu'on ait chaque fois le courant. Mais il faudra bien un jour qu'on ait le courage de dire qu'il faut évoluer. Pourquoi? Très concrètement, je vois vivre un maire de Sainte-Rose. Franchement, c'est compliqué, partout. Et de façon qualitative, je montre. Okay? Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc, les personnes que je souhaite vous proposer pour être dans cette structure. Non, c'est bon, c'est bon. Donc vous avez la note, mais parmi les choses que je souhaite, c'est que je puisse vous proposer de nommer au titre de la coordination de cette commission, qui sera sous mon autorité avec les élus qui vont renforcer cette commission, la coordination des travaux de cette instance, et les questions juridiques et d'administration générale. Et je voudrais que vous ajoutez dans la note et d'examen de la préfiguration de la régie. Je vais trouver ça à M. Richard Samuel, Peter Noël. Le deuxième axe que je souhaite commettre dans cette commission, c'est un axe finance. Et je souhaite vous proposer de mettre M. Gilles Kémy, expert comptable commissaire au compte, dans cette démarche. Au niveau comptabilité, j'ai pu avoir l'accord de l'ancien comptable public, M. Patrick Zamor, qui viendra renforcer cette commission. Ensuite, pour tout ce qui est études, travaux, métiers et assainissement liés à l'eau et l'assainissement, je vous propose de nommer cet axe Jean-Pierre Bastaro, qui est un ancien du métier de l'eau et l'assainissement. Social et santé, parce qu'il y a un aspect social, il y a une santé de l'eau. Je suis allé chercher retraité comme moi, M. Pierre Lévesque, qui connaît bien cette musique, et qui m'a signalé qu'il y avait au conseil départemental président un fameux délibération et rapport sur l'eau qui date de mai 2001 et qui est un peu la pièce maîtresse de tout ce qu'on devrait faire. Et d'ailleurs, il m'a même rappelé qu'il faudrait peut-être que je retrouve comment honorer deux ingénieurs guadeloupéens qui à l'époque étaient très jeunes et qui ont construit peut-être le schéma directeur de l'eau, sans qu'on l'appelle comme ça. Il s'agit de Paul Ali et de Paul Larifa. Donc je suis en contact déjà avec eux. Ils viendront dans la commission donner un peu leur vision, après le recul, eux qui ont construit quelque chose à l'époque, mais dire aujourd'hui, parce qu'ils restent ingénieurs, hein, même s'ils sont à la retraite, et on a vérifié, ils sont en capacité de dire encore des choses. Et enfin, sur deux autres secteurs, qui est la commande publique, on a trouvé un retraité qui s'appelle M. Robert Hollande, et qui, avant d'être à la région, était en région parisienne, l'un des meilleurs spécialistes des marchés publics. Et j'ajoute Paul Chauvet, il est de Sainte-Rose. Système d'information et intelligence artificielle. Alors je dis ça, franchement, avec beaucoup de... Comment je peux dire ça? Beaucoup de responsabilité. Il n'est pas normal qu'on ait une telle maison à gérer et que le DSI était présent, il est parti en inaptitude ou maladie, je ne sais pas, si on dit, et qu'on n'ait pas envisagé de le remplacer. Une telle grande maison ne peut pas fonctionner sans un patron de l'informatique. Et j'ajoute, à l'allure où va l'intelligence artificielle, ce n'est pas concevable. Ok? Donc voilà les personnes que je vous propose. Et lui s'appelle Guy Manette, c'est l'ancien DSI. J'y arrive. Oui, ah oui. Comment dire ressources humaines. Comment dire ressources humaines. Madame. Ah oui, c'est vrai. Alors, développement des ressources humaines, Madame Lézibon. Alors, Lézibon, c'est par contre quelqu'un qui est encore opérationnel, mais qui est quelqu'un qui a une expertise dans tous les métiers des ressources humaines, notamment tout ce qui est formation, concours et compagnie. Et on lui dit donc pour la commande publique, et tous les systèmes d'information, il s'appelle Guy Manette, c'est l'ancien DSI de BNP Paribas Antilles. Et lui, il est élu à cette cause en charge justement de l'informatique et notamment de l'applicatif de gestion des relations et des usages. Donc voilà un peu ce que je vous propose. Donc ils vont travailler comme toutes les commissions. Et ce que je vous propose maintenant, sans rémunération, merci monsieur, sans rémunération comme nous tous,
Mais ils ont insisté, et je pense qu'aujourd'hui, le doyen de cette commission, Pierre Renette, m'a beaucoup dit de vous faire savoir que tous ils étaient au service du conseil syndical à titre bénévole, dans l'intérêt du pays. Que ça vienne de M. Pierre Renette, bon, ça mérite d'être salué. Donc voilà ce que je vous propose. Et donc il faudrait que j'ajoute à ces membres, je pense, 3-4 membres du conseil syndical, et a priori, je préfère vous dire qu'on va réserver les nominations, parce que je souhaite confier certaines missions ici, dans cette commission, à des personnes qui sont au bureau, parce que là, on est déjà dans la gouvernance immédiate de l'opérationnel. Donc, comme le bureau, c'est l'instance qui prépare pour vous tous les décisions, je préfère que cette commission travaille en direction avec les élus qui sont au bureau. Et on est 7 au bureau, sauf le président qui est le loi, comme vous le savez, président de la commission. Donc il faut qu'on arrive à ajouter 2-3 autres élus qui seraient d'accord à entrer dans cette instance. Étant entendu que je vais essayer de proposer qu'on flèche chaque élu là où il est déjà dans d'autres commissions de la maison. Ok? Donc voilà ce que je voulais proposer. Donc cette commission a comme délégation qu'ils accèdent, comme nos élus, à toutes les bases documentaires, à toutes les données qui vont leur permettre de travailler, et ils auront la possibilité d'avoir des entretiens avec des séances de travail, avec le personnel, mais sous l'autorité de M. Laban, parce que je ne vais pas accepter que des personnes qui sont même bénévoles aient la possibilité d'appeler n'importe quel agent pour parler avec eux. Ça doit se faire sous contrôle. Donc après, les directeurs vont travailler avec celui. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, il faut avoir produit des avis, des recommandations, des préconisations. Et comme toute commission, nous savons, ils proposent. On est d'accord? Une question. Oui. Quelle différence il y a entre les commissions traditionnelles et cette commission extra? Quelle différence, je veux dire, quelle différence il y a? Alors, parce que pour être plus clair, en fait, une commission ne donne qu'un avis. Oui. Mais là, je veux dire, quelle différence il y a? Non, toujours donner les avis. Toujours donner les avis. D'accord. Mais la deuxième chose, c'est la seule commission où il y a des personnes extérieures à l'unité syndicale qui est en réunion avec nous. Parce que dans les collectivités communales, exemple, on a des commissions qui sont traditionnelles et on ouvre aux personnes extérieures. Comme il y a 4 membres. Pardon? Oui. Comme là, ce sont des personnalités qualifiées. C'est pour ça que je dis alors, juste pour tout vous dire, l'apport que moi je vais témoigner tout de suite, qu'après 10 jours, j'ai bien compris la responsabilité que j'ai avec les alertes de M. Gilles Thierry. Je peux vous dire, c'est un expert pour la commission au compte, et vous savez, un expert comptable, il a 2 questions qu'il pose. Débit ou crédit. Mais tous les commentaires qu'on peut faire et compagnie, il va écouter, mais vous dites d'accord, donnez-moi les éléments, les derniers comptes, le bilan, etc. Donc c'est comme ça. Ok? Voilà. Oui, vas-y. Oui. Je salue la démarche de Canturé pour affiner ton regard avoir un regard extérieur. Mais là, quand on va la liste, je retrouve des noms qui ont participé à la préfiguration du syndicat. Mais je pense qu'il faut avoir le droit de dire une préfiguration qui a été ratée. Alors, l'origine des dysfonctionnements que nous avons. Alors, non, là. Réservé. Mais je suis d'accord avec toi. Mais je ne te cache pas que, par principe, j'ai cherché à voir ceux avec qui j'avais travaillé, parce que j'étais moi-même dans la préfiguration. Sauf que, vous ne savez pas tout. Moi, personnellement, j'étais chargé de la préfiguration pour ressources humaines. Et j'avais fait 2 préconisations essentielles. Lorsqu'on démarre une telle entreprise, on sait qu'il va rentrer dans des murs difficiles à franchir. Il fallait avoir un top management en adéquation avec les enjeux. Dans ma partie, aux ressources humaines, j'avais proposé que lorsqu'on recrute le DRH, il faut que ça soit
quelqu'un qui a de l'expertise, de l'expérience. Et j'avais même dit, l'idéal serait qu'on recrute quelqu'un qui a un âge qui nous permet de savoir que dans 3-4 ans, elle sera à la retraite. Pourquoi? En politique RH, il faut minimum 3 à 4 ans pour poser les bases et mettre après la machine sous les gars. Ça n'a pas été compris, mais par tout le monde, y compris dans les services de l'État, je prends mes responsabilités dans ça. Donc je suis d'accord avec toi, mais fais-moi confiance, collègue. Je ne suis pas né de la dernière fois. Alors j'ai une formule personnelle que je ne vais pas dire parce que je m'en rappelle, je suis en direct, mais je suis très lucide sur ce qui est fait. Mais il y a un choix stratégique pour moi. Parce que toutes ces personnes, dorénavant, donnons des avis, mais sous notre contrôle, parce que c'est après nous, ensemble, qui vont avoir fait des choix. Mais j'ai bien entendu ta remarque, et d'ailleurs, je te remercie parce que ça me permet d'être encore plus attentif à leur production, à leur fonctionnement, etc. Ok? Merci d'avoir eu, comme tu l'as dit toi-même, le courage de le dire. Très bien. On est d'accord? Oui? Oui. Alors, le président Osvaldo Barcy, et je suis désolé, même s'il est comme nous, 5 conseillers élus au conseil syndical, le président du conseil départemental est avec lui, il faut que je lui laisse dire au moins un mot. Pas deux, mais un. Bon, effectivement, j'étais pas là lors de l'installation du conseil. Donc, mes premiers mots seraient déjà pour féliciter le président qui a été élu. Je pense que c'est une très bonne chose, le président n'a pas seul candidat. Il a été élu, tous les conseillers. Donc, c'est une bonne chose pour la communion et la cohésion. Et puis, donc, j'ai assisté à cette première réunion, j'ai vu la tenue donc, de cette réunion efficace et déterminante. J'ai vu aussi pour les membres de la commission, je pense que les notes que j'ai vues là, personne ne peut mettre en doute la compétence de ces membres. Donc il nous appartiendra d'assurer cette cohésion avec les commissions, comme le collègue Paulon le précisait, et puis que les choses soient préparées, que nous ayons tous les éléments. En tout cas, je suis convaincu qu'on va mettre en place les bases nécessaires, faire en sorte que dans quelques semaines, dans quelques mois, il n'y ait plus de doute sur la situation financière, la transparence, parce que tout cela va amener de la crédibilité. Et puis, comme vous savez, qu'il y a un congrès sur le mercredi, ce que je souhaite, c'est que tous les acteurs, nous-mêmes ici, mais les autres, que nous soyons en convergence. Et d'ailleurs, il y a certainement une question qui a été évoquée ici, et comme le président l'a dit, nous aurons sans doute des réponses. Et puis moi, je suis très partisan que le syndicat puisse prendre toute sa dimension, puisqu'il faut dire que pour régler ce problème, il y a eu beaucoup de tentatives, on a parlé de gouvernance syndicale, et tout un ensemble de choses, mais je reste convaincu qu'aujourd'hui, si nous structurons les choses, que le syndicat puisse prendre toute sa dimension et que, quitte à ce qu'on fasse donc des bilans d'étape, mais que le conseil d'administration puisse s'assurer pleinement. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le président de la conseil de surveillance. Parfois, il y avait manque de cohésion. Donc là aussi, les conditions sont réunies pour que les choses se fassent. En tout cas, merci pour la tenue de cette réunion. Et je suis obligé de partir. Mais moi, j'ai pratiquement assisté à tous les points, donc je suis quand même satisfait. Merci, Président. Alors, je vais continuer parce que c'est important pour moi quand même que le Président, même s'il est désigné par le Conseil d'État comme nous, dise quelques mots. Alors, j'ai quelques informations à vous donner, mais qui peuvent faire débat. On va revenir sur ces questions de façon plus organisée parce que c'est quelques initiatives que je vais prendre pour bien faire avancer sur ce président sur la transformation des commissions. Alors, il y a une petite formule que j'ai trouvée depuis quelques jours. Je suis le président de cette structure et je ne connais pas d'enfant, il y a pas encore 5 ans, qui est capable d'aller au sport de haut niveau. Est-ce qu'on comprend bien mon message? Je veux que tous, on soit solidaires de cette idée. Oui, on a des dysfonctionnements et compagnie, mais moi, je peux témoigner maintenant de ce qu'on me montre, de ce qu'on me démontre, du travail qui a été accompli dans des
dans un contexte extraordinaire, exceptionnel. Je rappelle que c'est le seul service public après l'électricité qui doit fournir les prestations 24 heures sur 24, 366 jours. Et tous ceux qui disent que ouais, mais il y a beaucoup qu'on est géré, c'est que de ça. Non, non. C'est vrai qu'il y a des fondamentaux, mais le service public que j'ai eu fermait le vendredi à 13h et recommence à travailler le lundi à 7h30. Nous, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de fermeture, parce que tout ce qu'on doit faire, c'est que les robinets puissent donner de l'eau chaque fois qu'on tourne le robinet pour que ça fonctionne. Donc le message est le suivant, comptez sur moi pour être le premier défenseur de cet enfant qui s'appelle Syndicat de l'eau et l'assainissement de la Guadeloupe, avec tout ce qu'on doit faire pour que ce syndicat grandisse. Je voudrais vous faire part rapidement, comme c'est prévu. Oui. Vous voulez qu'on fasse ça? Pour la commission spéciale des membres du bureau, alors c'est pas difficile, on va mettre Madame Bossilius, Monsieur Bardaille, Monsieur Méridan, il manque, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, il manque à fois. Alors, deux autres élus du comité syndical. Est-ce qu'on peut proposer ça par exemple à M. Martial? Ok. Et on ajoute Madame. Oui? M. Mornal, oui, M. Mornal. Bon, je suis d'accord. Oui, dans la commission spéciale que j'ai créée. Hein? Il est d'accord, M. Mornal? Oui, tout à fait. Bon, très bien. Alors, c'est très bien. C'est bon? C'est complet? Très bien. Alors, rapidement des informations que je souhaitais vous faire partager des 10 jours de ma gestion. Non, non. Tour d'horizon. D'abord, j'ai travaillé déjà avec le conseil régional et le conseil départemental, avec les cabinets des deux instances sur notre position au Congrès. Il n'y ait pas de malentendu. Et je sais aussi qu'au sein de notre instance, on a la commission de surveillance. Ce matin, j'ai rencontré la commission de surveillance. On a échangé sur nos façons de travailler, mais ce qui est important, c'est qu'ils m'ont remis ce qu'ils vont dire au Congrès. Donc ça veut dire que je sais maintenant qui c'est qu'on va, qu'est-ce qu'on va dire au Congrès de façon co-constructive, j'ai envie de dire. Étant entendu que le comité de surveillance va s'exprimer, mais je vais m'exprimer en tant que président du comité syndical. Je travaille avec mes équipes, là, avec M. Lambert et Mme Nicolas, pour qu'on vous propose un agenda d'aujourd'hui jusqu'au 31 décembre. Pourquoi? L'organisation administrative derrière, s'il n'y a pas un agenda au départ, on va faire ce que j'ai vu plusieurs fois. À la dernière minute, on envoie des dossiers à la commission de surveillance qui dit à chaque réunion, on n'a pas eu le temps, on n'a pas pu examiner, etc. Donc l'agenda, c'est un titre indicatif pour que chacun puisse déjà retenir le jour de son agenda. Alors il peut y avoir des concurrences, on va mettre en place quelque chose qui va nous permettre de réagir à ça. Le bureau, le comité syndical et la commission de surveillance. En même temps, je mets en place un tableau, un agenda de la représentation du personnel, parce qu'il y a des décisions qu'on va prendre ici, mais des fois ça suppose qu'il y ait l'avis du comité du CSP ou du comité social économique. Ensuite, on a commencé à travailler déjà sur comment travailler sur le tableau de bord. Parce que le problème qu'on a ici, c'est qu'il y a plein d'éléments à gauche et à droite, mais il n'y a pas un espace où vous pouvez accéder aux éléments de tableau de bord de la maison. Ce n'est pas normal pour l'élu du conseil syndical et que c'est dans la radio, dans les messages WhatsApp, qu'on entend que ni 40 millions, ni pète l'argent, etc., etc. Donc, dans cet esprit, je vais travailler avec le service de communication pour qu'on crée un petit journal, ou on appelle ça newsletter, adressé à tous les élus du syndicat, mais à tous les élus communautaires, conseil général et conseil régional. Et dans cet esprit, M. Labarre m'a proposé qu'on fasse un séminaire des élus. Un séminaire des élus avec le conseil de surveillance,
pour qu'on parle de la gestion de l'eau et l'assainissement. Pourquoi je vous dis ça? Il faut tous comprendre bien qu'il faut qu'on arrête de participer à la cacophonie qu'il y a actuellement sur l'eau et l'assainissement. Et donc, c'est la session que vous connaissez tous, que vous connaissez tous dans les communes, c'est l'élu, formation de l'élu, etc. Donc on va mettre ça en place. Autre chose que j'ai dû décider aussi pour bien prendre en main la maison en termes de relations sociales, j'ai commencé à rencontrer la représentation du personnel. Ce matin, c'était comme ça, normalement il y avait le JPG avec la CGT. Ensuite, je souhaite aussi que nous travaillions à quelque chose qui est très important et que j'ai testé un peu à Pédaville. Le maire de Pédaville nous a invités à une réunion j'allais dire d'échange, parce qu'il recevait avec son conseil municipal des usagers de Pédaville qui étaient en colère, compte tenu qu'ils vivent l'enfer de l'eau, disait le maire de Pédaville. Nous, on était bien représentés, on était 4, et j'ai considéré que j'avais 3 messages à passer au maire de Pédaville. Le premier, je m'interdirai, je crois qu'il faut que vous vous habituez à ça, je m'interdirai d'aller sur quelconque média répondre à toutes les attaques qu'on fait sur le syndicat. Parce que si je vais répondre, ça n'entretient pas l'esprit des coups. Donc je suis en capacité de prendre tous les coups de tous les usagers, de quelle que soit la personne qui va attaquer le syndicat, mais avec toujours 2 réponses, ce qu'on peut faire tout de suite et ce qu'on peut pas faire après le temps. Et on a fait l'expérience à Pédaville, et on a découvert qu'il y avait peut-être un modèle à imaginer dans la relation que nous avons dans la gouvernance territoriale, parce que si nous ne maîtrisons pas les remontées des usagers dans un cadre que nous maîtrisons, ça peut passer dans tous les sens. Alors très concrètement, pour que les choses soient claires, je peux recevoir tous les syndicats, tous ceux qui veulent rencontrer le président, mais chaque fois, je vais les refaire rentrer là où ils doivent être placés. Exemple concret, il y a une commission de surveillance, il ne peut pas y avoir une autre commission de surveillance à l'extérieur du syndicat. Je m'explique, il y a eu l'autre jour une assemblée générale des usagers avec une plateforme, on a reçu les éléments, on m'a demandé un dossier, je vais recevoir. Mais je le dis d'ores et déjà, lorsqu'on va travailler avec ces personnes, la conclusion de la réunion, ce sera tout ce que vous m'avez dit, je l'enregistre, et je l'envoie à la commission de surveillance, et je vous demande de regagner la commission de surveillance, parce que c'est elle qui est chargée de représenter les usagers dans les textes. Et ce que j'ai vécu à Pédaville, ce serait l'idée suivante. J'ai proposé qu'on nomme un élu en référent de délégué à l'eau et à l'assainissement, mais depuis quelques jours, j'ai compris qu'il y a autre chose, et c'est grâce aux échanges qu'on a eu à la mairie de Pédaville avec notamment M. Méridan, c'est peut-être qu'il faudrait même ajouter quelque chose en plus dans la mairie, qui est 1 ou 2 personnes qui sont un peu des administratifs au service des réclamations des personnes, de remonter les formations au syndicat. Et dans ce sens, je vais chercher à ce qu'il y ait, en plus de Pédaville, une commune, une ville qui fait le pilote de ce qu'on va faire. Des raisons très concrètes. Un CCAS d'une ville ne peut pas rester indifférent des problèmes d'eau potable, ou de non-potabilité, ou de non-distribution d'eau pour les personnes gravataires, les personnes en précarité et compagnie. Deuxième exemple, quand il n'y a pas d'eau dans les robinets, notre mission réglementaire, c'est de nous assurer, d'assurer le service public continu. Bouteille d'eau. Moi, je prends cette expression, moi, ça me peine de voir mon pays, quand il y a de l'eau qui arrive dans la commune, que ça soit distribué, qu'après, on ait le sentiment qu'on a été injuste dans la distribution. Et moi, je ne veux pas, je le dis pour que nous soyons très clairs entre nous, quand nous sommes élus de notre commune, de notre communauté, conseil général, conseil régional, on rentre ici en tant que politique, mais lorsqu'on est assis là, on est chargé de gérer un service public. Mais un service public n'est pas un service public politique. Je suis le gardien de l'équité territoriale. Voilà ce que je voulais qu'on comprenne. Et si on ne fait pas ça, on va perdre ce combat-là. Et si on perd ce combat-là, ça va être compliqué de demander plus de responsabilité pour notre pays. Et je mesure bien ce que je dis.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire avancer le pays dans d'autres, j'allais dire, organes institutionnels. Mais moi, je me suis chargé, en prenant cette responsabilité, d'être un président qui veut qu'on réussisse pour que nous, politiques, je m'adresse à tout le monde, quel que soit les camps politiques, que je vous permets de réussir dans votre commune, parce que je rappelle toujours, le maire d'une commune, il y a un texte qui fait à peine 2 lignes, est responsable des affaires de la commune. N'est-ce pas, monsieur le maire? N'est-ce pas, Jean? Et si l'administration publique française a fait un texte aussi générique, qui a plus de 100 ans, et qui n'a jamais ajouté des alinéas derrière, c'est que ça a un sens. Ça veut dire qu'une commune peut se saisir de toutes les questions liées à la gestion de sa population, au bien-être de sa population. Donc, à nous de trouver une formule qui permet d'accompagner le maire sur le territoire pour que ces questions, comme nous ne sommes pas bons des fois, on puisse répondre sur le terrain. Donc, je n'exclus pas que ces jours pour travailler avec tous les fournisseurs d'eau en Guadeloupe, vous trouvez une formule, par exemple, qui serait de dire au maire, soit une responsabilité traditionnelle de délégation, donc de responsabilité. Je préfère que ce soit toi qui me dises, avec les éléments qu'on va te fournir, pas d'eau, je prends un cas pour le dire, Bellevue, mais de Bellevue jusqu'à Sofaya, en allant sur la liste électorale, on peut trouver le nombre de personnes qui habitent dans cette zone. Et donc, se rapprocher de ce chiffre pour que le maire ait une délégation, pour qu'il ait de l'eau à mettre à la disposition des usagers. Je veux que ce soit le service de la commune avec le maire qui s'en occupe. Et donc, on a fait point rapide, on va tester ça. Je vais chercher une commune en Basse-Terre, une commune en Nord-Ouest-Terre, une commune en Centre, et pour qu'on en trouve 4. Alors, si vous m'autorisez, je vous annonce déjà qu'après point rapide, on reviendra sur ça en termes de délibération, pour qu'on puisse présenter ça de façon structurée. Mais si on fait ça, c'est pour que ça marche. Donc, point rapide, on sait qu'on va mettre en place ça va marcher. Je sais que je vais proposer au maire de Saint-Ouen de faire quelque chose là aussi, et après on va voir quelles sont les 2 autres expériences qu'on peut faire. Mais, très concrètement, on vous a affiché tout à l'heure qu'il y aura une maîtrise de la masse salariale, et tous on sait que dans les jours qui viennent, je pense qu'au Congrès ça va être dit, qu'il y aura des personnels qu'on va faire le détachement pour les envoyer dans les communes. Très concrètement, je ne sais pas si on va trouver tous les profils qu'il faut, mais l'idée là aurait été que chaque commune a une personne du syndicat qui va partir dans une commune pour jouer ce rôle d'interface entre le syndicat et la commune. Alors, ça dépend de la commune. Une commune comme Abim, qui est le leader démographique de la Guadeloupe, il faudra peut-être qu'on trouve une formule beaucoup plus organisée, dense pour faire ça. Mais il faut que chaque commune ait un correspondant administratif à côté de l'élu pour être en contact avec nous, parce que ça participe, et on a vu ça ce matin avec la commission surveillante, ça participe du retour ou d'une création de la confiance. Et enfin, pour finir, je voudrais vous dire qu'on a pris l'initiative de consulter une société que nous avons vue à l'œuvre, et j'ai demandé à des membres du bureau de nous rejoindre hier midi, je crois. Donc je voudrais vous présenter très rapidement M. Hubert Bayatoda. Mettez-vous debout, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Rapidement, venez à mes côtés présenter un peu, mais en un mot, votre société, je vous dirai l'apport de ceux qui nous proposent à la gestion de l'espace. Merci. Bonjour à tous, je suis Hubert Bayatoda, le fondateur et dirigeant de Liquimit. Liquimit, c'est une société qui accompagne les régies dans l'amélioration de la performance de leur réseau en se basant sur l'intelligence artificielle. Donc on est ravis d'être là. L'enjeu il est fort. Il est très fort au sol de la Guadeloupe, mais ça fait 2 jours qu'on est présent avec mon collègue Thierry Despérou qui est en charge de toutes les opérations terreur. On a déjà travaillé avec plus d'une centaine de collectivités dans l'Hexagone et avec plusieurs autres collectivités à l'étranger. Ça fait 2 jours qu'on est là, qu'on discute avec les différents acteurs, les différents responsables territoriaux. On est assez, on va dire, conscient des attentes, mais on est assez enthousiaste de par la dynamique qui s'est enclenchée, l'expertise qu'on a trouvée sur place, parce que notre vision, c'est de mettre en place un système qui permettra d'avoir une autonomie dans la gestion de manière durable de la performance.
Ce n'est pas une énième opération coup de poing qu'on a envie de mettre en place. On a envie qu'il y ait, à la fin de notre prestation, un système qui permette durablement d'être performant à partir d'outils, de méthodes et de personnes qui sont et qui résident sur l'île. Donc on est convaincu que cette méthode permettra de porter ses fruits. On a hâte de démarrer. Alors, pour compléter, pour que vous compreniez bien, aujourd'hui, très concrètement, les services, notamment d'exploitation, qui sont le moteur de la maison, oui, le moteur, il n'y a pas d'autre mot, j'exagère, télégestion ici, ordinateur pour ça, gestion des travaux, à suivre, etc. J'ai compris qu'il y a au moins 4 écrans pour suivre tout ça. Lui nous a dit, vous êtes déjà très bien, et il a dit, je dis ça ici pour que tout le monde l'entende, et pas là pour nous faire plaisir. Il a trouvé ici de l'expertise qu'il ne trouve pas toujours dans les régions rurales. Parce que la tendance qu'on a en Guadeloupe, c'est qu'on a toujours besoin de comparer à Paris, Marseille, Lyon, mais lui, il travaille surtout avec des zones qui ressemblent un peu à la Guadeloupe. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que très concrètement, je vais résumer ça pour vous. Lorsqu'on aura embarqué l'outil, le personnel va être formé à l'outil et ils vont partir. Donc, ce n'est pas des personnes qui viennent ici, qui vont s'installer, alors pour être très clair, qui vont faire du business. Je suis désolé de parler comme ça, parce que ce matin, il y a un syndicaliste qui m'a dit, monsieur Ago, attention, l'eau, c'est de l'eau. Alors, je n'ai pas compris, mais je pense que je vais comprendre après peut-être. Donc, c'est un outil qui nous permettra, par exemple, de savoir si le plan pluriannuel d'investissement qu'on vous permet de voter, c'est bien là qu'il faut aller. Donc, ce qu'il nous propose, c'est pratiquement un scanner dans notre réseau et on va mettre en place ce qu'ils appellent un plan de performance. Et je sais déjà qu'il faudra que dans la gestion de l'organigramme de la maison, eh bien, que, par exemple, on ait un espace, un service qui va avoir comme seule mission, c'est de garantir la performance. Ça veut dire on n'est pas bon là, on n'est pas bon là, c'est là qu'il faut qu'on soit bon, etc. Ça, c'est très important. Donc, c'est pourquoi je tenais à vous présenter M. Baratoda. Et il a écrit un petit livre, on va peut-être l'offrir à chaque élu, parce que ça vous permettra de comprendre que la question de l'assainissement, ce n'est pas rien qu'un problème de robinet. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter à ça. Donc, c'est un tableau de bord qui va être ouvert à tout le personnel pour travailler, mais qui va nous faire remonter des informations. Alors, très concrètement, je pense sous son contrôle, parce que j'ai suivi 2 ou 3 séances de travail, sur votre ordinateur, quand vous allez décider de lancer l'opération, vous aurez à droite de l'écran le coût de l'opération. Ce qui nous permet de savoir, lorsqu'on décide de quelque chose, en anticipation, qu'est-ce que ça vaut. Par exemple, une commission des finances de notre maison, si on n'a pas un outil comme ça pour comprendre où est-ce que nous devons investir, ben, on va investir. Mais bon, excusez-moi, cette formule doit nous faire comprendre qu'on a déjà fait beaucoup de choses, mais maintenant il faut qu'on passe à une autre étape de qualitatif pour savoir, lorsqu'on investit 1 euro tel endroit, c'est bien là qu'il faut investir. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous remercier, M. Baratoda, de nous avoir donné. Et je finis sur cela parce qu'on en a parlé. Est-ce que vous savez qu'il y a des métiers en tension dans le domaine de l'eau et l'assainissement? Le métier en tension qu'il y a par Guadeloupe, c'est les. Comment vous appelez ça? Les professionnels de la fuite, quoi. Chercheurs de fuite. Normalement, si j'ai bien compris, je porte sous le contrôle de ceux qui sont dans cette direction. On devrait avoir 6 ou 7 personnes, c'est ça? 6 ou 7 personnes en recherche de fuite. Dans l'organigramme, à la tête d'aujourd'hui, on est un seul. Et j'ai appris, avec ces personnes aussi, expertise interne, que pour avoir un professionnel chercheur de fuite, c'est 4 ans. D'où l'idée que j'ai proposée déjà au conseil régional de créer un CAP d'un institut régional de formation au métier de l'eau et l'assainissement. Pourquoi? Centre de formation. Oui, je sais. Mais moi, je préfère l'appeler institut pour des raisons que tu vas comprendre dans 2 secondes. Nous, on va créer notre CFA métier eau et assainissement. Mais mon objectif, c'est de mettre autour de nous, avec nous, tous ceux qui peuvent participer à une certaine ingénierie de la formation et de formation métier. Et j'ai déjà envisagé de faire en sorte qu'on crée cette instance avec le lycée Félix Poto,
semble-t-il, qui s'occupe de ces questions. Ensuite, le lycée agricole, où on a des, alors ça aussi il faut le savoir, on a des salariés de cette maison qui sont formateurs dans ces lycées. Donc, excusez-moi, mais pas le plus de la classe, quoi, en cours. Donc, on va créer un CFA parce que les tests l'autorisent, mais après, c'est de mettre tout le monde, embarquer tout le monde pour créer avec l'université qui elle, a une école d'ingénieurs. Et très concrètement, ça veut dire quoi? J'entends les ingénieurs qui sont au lycée, à l'université, parler de charbon actif ou des chlordécone et compagnie. Cet institut doit être une occasion de monter en ingénierie de métier de l'eau et de l'assainissement. Je ne veux pas que nous soyons ceux qui réduisent notre mission de politique à des robinets ouverts ou fermés. Attention, c'est le plus important, mais il ne faut pas oublier le reste. Et j'ai une formule personnelle qu'une personne ici doit reconnaître. Moi, en général, de ce que je vois, tout ce qu'on fait, et même qu'on arrive dans une commune, il faut savoir comment on gère le passé qu'on a trouvé. En même temps, il faut gérer le présent et il faut préparer un schéma directeur urbain avec tout ce que vous voulez. Donc, gérer le passé, assurer le présent et en même temps préparer l'avenir. Voilà ce que j'avais à vous dire sur des sujets comme ça. Oui. Oui. Sur le dispositif de l'intelligence artificielle, on estime à peu près combien de temps donc, leur mission commence à se goupiller avec des services et après juste une idée du prix de leur prestation. Alors, deux choses. La première idée, c'est la suivante. On a intégré ça dans les procédures que vous connaissez mieux que moi, mais ce que je souhaite vous dire, que c'était plus facile, plus agile comme décision parce que c'est une prestation qui ne dépasse pas 30 000 euros. Deuxième information, c'est qu'ils viennent ici, ce qu'on a fait, pour recevoir les données et compléter leur demande, parce que si on n'a pas les données de la maison, on ne peut pas mettre en place leur dispositif. Et ce qui est important, c'est de propriété des données, ils livrent le produit, ils forment le personnel à présent. Donc, a priori, on devrait les retrouver ici vers le 15 juillet. On aura une présentation aux élus. Ah oui, bien sûr. Ça fait partie des choses qu'on va vous présenter. Et on pourra même peut-être envoyer un petit vidéo qu'ils ont déjà fait, qu'ils nous ont présenté ici. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je te remercie pour ta précision. Est-ce qu'il y a une question? Moi, j'ai juste un petit. Oui. Décidément, je suis pas là, mais je suis du rôle, peut-être c'est pour ça. Mais je voulais faire une réflexion par rapport à ce que tu as dit, Président, sur la distribution de l'eau. Tu là? La distribution de l'eau, oui. Et l'idée d'avoir un représentant effectivement dans chaque commune, je pense que c'est une nécessité car effectivement, le réflexe normal lorsqu'on est dans une commune, l'eau, ce n'est pas notre compétence. C'est la compétence du SMGAG. Mais il n'empêche que ce sont des citoyens. Bon. Mais la réflexion, moi, tout à l'heure, lorsque je parlais, moi, je dis une chose que j'ai expérimentée. Il faut se dire une chose, c'est que lorsqu'on regarde le prix de 9 litres d'eau en Guadeloupe en bouteille, c'est à peu près en moyenne 3 euros. C'est-à-dire qu'il y a 2,50 jusqu'à 3,50, 4, parfois même 5 euros. Mais en moyenne, c'est 3 euros. Lorsqu'on distribue de l'eau à la population, et j'aime donner cette expression, l'eau court après l'individu, même dans sa salle urbaine, dans sa. C'est 1000 litres d'eau, c'est 3,80 € en moyenne en Guadeloupe. Parce que, je dis ça à côté des citoyens qui me revendiquent, mais je veux dire, 1000 litres d'eau distribués partout, c'est 3,80 € en moyenne. Je ne dis pas qu'il faut l'augmenter, mais je veux dire que lorsqu'on vient pour distribuer 9 litres d'eau aux gens, c'est l'équivalent de 1000 litres d'eau qu'ils doivent payer. Mais on ne pourra jamais, sauf à extraordinaire, on trouve un compromis avec les vendeurs d'eau, mais je ne vois pas quel compromis, même si on arrive à 2 € le litre, ce sera vraiment difficile de satisfaire les gens. Alors, je te remercie pour les interventions, mais je mesure bien ce que tu dis là. Mais moi, j'ai bien compris. Mais en même temps, je vais faire savoir à tout le monde
qu'il ne faut pas que les fournisseurs d'eau potable en Guadeloupe se satisfont, on dit. Vous avez compris. Du fait qu'on est incapable de donner de l'eau potable tous les jours, 24 sur 24. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, eux aussi, peut-être, par rapport à ce que disait le président Losbar, ils ont peut-être aussi une contribution à avoir dans la recherche de la solution. Et je vous dis ça pourquoi le président Barda l'a dit le jour de mon installation, et j'aurais voulu, en tant que, il me semble que c'est un élu de longue date, les conditions sont réunies pour que le combat qu'on va engager, on soit tous ensemble. Et j'ai dit ça dans les réunions internes. Moi, je suis le président, je peux aller au combat contre tout le monde. J'ai besoin juste d'avoir de bons soldats derrière. Des soldats politiques, comme soldats salariés, comme soldats syndicaux et compagnie. Vraiment, c'est ce message-là. C'est l'une des choses, d'ailleurs, que je veux dire lundi, parce que j'ai senti aussi qu'il y avait une nécessité pour moi, très vite, de faire passer un message au personnel. Donc je l'ai réuni lundi à l'OA Fessel, à Petit-Bourg, de 7h, 8h30. Je vous invite, même si vous n'avez pas reçu les choses dans les temps, à être là à mes côtés, parce que je vais dire au personnel deux mots, parce que j'ai un principe, un salarié d'une grande entreprise ne peut pas entendre son patron, entre guillemets, son employeur, parler sur la place publique, alors que lui-même, il n'a jamais entendu son employeur lui dire quelque chose. Donc c'est ce principe-là que je vais. Alors je découvre quelque chose, je me suis moi-même piégé, parce que je suis tellement habité par ce que vous m'avez donné comme responsabilité, je passe ici toute la journée. Mais je n'ai rien d'autre à faire. Parce que le maire de Saint-Ose m'a déjà un peu fait comprendre que je pouvais rester ici. On va trouver une solution à Saint-Ose pour le 1er juin avec un deuxième année. Donc je vous dis ça parce que ça demande un investissement que j'assume, mais après, je vais permettre à tous les directeurs et compagnies de faire leur travail, parce que moi j'ai des principes, je vais laisser M. Laban et les autres administratifs faire leur travail, mais à partir de ce qu'on aura décidé ici, de directive pour nous allouer. Et toutes les conditions qu'on va mettre en place, je souhaite vous dire que je sais que votre charge est lourde, mais je voudrais qu'on fasse, je vais être un peu prétentieux, hein. Vous savez, à l'Assemblée nationale et au Sénat, le sénateur parlementaire, quand il vient présenter un rapport, il a toute une équipe derrière lui pour faire le rapport. Mais nous, on est dans une situation où, quoi qu'on ait lu, peut être responsable d'une commission tout seul, ce n'est pas possible. Donc les équipes administratives seront derrière vous, à vos côtés, pour vous accompagner, parce que, je prends l'exemple, on confie à un élu de la commission finance. Mais si toute l'équipe de l'administration n'est pas à côté de cet élu, ben, qu'est-ce que l'élu va faire? Ben, le risque, c'est qu'il laisse quelque chose qui n'a pas pu carrière de possible. Sans contrôle. Et moi, je sais de quoi je parle. Ok? Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous remercie. Je sais dire aussi que je fais ça avec un très très grand plaisir. Voilà. Et quand je dis ça, c'est une responsable que c'est plus que de la passion, c'est aussi du plaisir. Et mon rôle, le rôle de M. Expert, c'est de donner aussi de comptabiliser, on va dire ça comme ça, tous les élus qui sont avec nous. Donc, vous tous, je souhaite que vous soyez des soldats, pas derrière moi, mais avec vous. Voilà. Oui, on me dit de vous rappeler qu'il y a un comité syndical à 11h. Alors, on s'excuse pour l'agenda, mais moi, lundi, pardon, excusez-moi. C'est lundi. Et demain matin, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, on a un bureau à 9h demain. Ah, c'est lundi tout ça? D'accord, lundi 22. Ok, merci. Le comité syndical à 11h. Alors, lundi, s'il vous plaît, lundi 22, quorum obligatoire parce qu'il y a le vote du budget. Ok? Oui? Oui. Si tu veux que les soldats soient présents, il faut absolument qu'on envoie les invitations. On ne peut pas modifier le numéro de. Oui, on est d'accord. Franchement, non, on est d'accord. On connaît ce qui s'est passé là. On est d'accord. Non, ce que vous devez savoir, c'est que mon agenda là est un peu contraint. Et moi, ce que j'observe, c'est que je suis en train
de faire les directeurs travailler à un rythme qui est le mien, alors que c'est pas moi qui fais. Et donc il faut que je retrouve un peu de temps pour qu'ils se posent pour travailler. Voilà, je vous remercie. La séance est levée. Merci beaucoup. Bonne soirée.